Un pays, ses habitants, inégalement répartis dans des fermes isolées aux noms à consonance volontiers bibliques. Chez le Christ, chez Satan, mais aussi chez le brigadier, voire chez le juge. Des hameaux aussi. Des villages enfin dont le nom curieusement est précédé d'un article, le Pont, les Charbonnières. 9 villages en tout, 3 communes, la baie, le lieu, le chenil. « 8000 habitants à peu près qui se sont fait une réputation de personnages réservés, qui cachent un goût pour la poésie et pour la musique. Mauvaise tête à l'armée peut-être, mais habiles faiseurs de vacherins et de montres. Celle-ci. Cinquante-huit. Alors que le pays de Vaud a déjà toute une histoire, c'est au XIIe siècle seulement que la contrée commence à être habitée. D'abord par quelques religieux, puis 2 ou 3 familles, des pionniers. Le défrichement est lent, à la mesure en somme d'une population qui n'augmente qu'insensiblement. Au début du 7e siècle, cependant, un religieux bénédictin, Don Posse, édifia dans la cobe du lieu un relais dont la durée fut éphémère, reliant le monastère de Saint-Claude dans la vallée de la Bienne à celui de Romain-Motier. 500 ans plus tard, soit en 1126, les Prémontrés, ordre fondé par Saint-Norbert, selon la règle de Saint-Augustin, vinrent fonder l'abbaye du Lac de Joux. Ils étaient sous la protection de la puissante maison Grand-Sault-la-Sarraz, qui possédait alors toute la contrée. C'est de l'abbaye et à partir du lieu de Don Posse que va s'étendre progressivement la colonisation de la vallée. Pendant quelques centaines d'années, on va faire sa place au soleil. On va défricher, gagner des champs sur le domaine de la forêt. Naturellement, l'intérêt des féodaux est de coloniser ce territoire, mais encore faut-il que des gens consentent à s'y installer. Pour les encourager, on leur octroie des droits leur garantissant un revenu à long terme, en même temps qu'une certaine autonomie, privilège très prisé à toutes les époques.
Ces droits sont rappelés et stipulés dans un acte de vente lorsqu'en avril 1344, François Ier de la Sarraz vend la vallée du lac de Joux. Après avoir, à ce sujet, mûrement délibéré sur les moyens d'arranger mes affaires, mes biens étant près d'être réduits à néant par l'abîme des usures, moi, le susdit François, sans y être engagé par force, dol, ni crainte, ni circonvenu par aucun engin de fraude, j'ai vendu et vends à perpétuité, à magnifique et puissant Louis de Savoie, seigneur de Vaud, mon très cher seigneur, tout ce que j'ai de droit dans toute la vallée du lac de Joux, sous la réserve expresse que moi, mes héritiers et mes successeurs, mes gens de la Sarraz et de tout le district du dit lieu, ayons à perpétuité notre usage dans les Joux, forêts et paquiers. La reconnaissance de ces droits d'usage a deux conséquences. La première, c'est précisément celle qu'on recherchait, l'implantation d'une population fixe. La seconde a quelque chose de paradoxal, car la forêt finit par être menacée tant le défrichement est acharné. Par réaction, il faut protéger les bois avec des mesures draconiennes, allant jusqu'à la mise à ban. Cette politique, on dirait aujourd'hui cette politique de l'environnement, obéissait sans doute aussi à des impératifs militaires immédiats. Il n'empêche que ces effets à long terme, ces effets climatiques et économiques, se sont révélés payants. Libre à chacun d'extrapoler en songeant à ce qui, aujourd'hui, est menacé. Mais jusqu'au XVIIIe siècle, le travail du bois et la culture du sol demeurent pratiquement les seules activités lucratives. Bien modestes ressources, décidément. Alors il arrive que des combiers s'expatrient, mais il arrive aussi que d'aucuns reviennent avec un métier nouveau en main. Ce fut le cas en particulier de Samuel Olivier Mélan, qui fut le premier, en 1740, à faire à Rolles un apprentissage d'horloger, chez maître Mathieu Biaudet. Bien sûr, dans un premier temps, cette horlogerie artisanale s'est simplement greffée sur l'économie traditionnelle. On cultivait son domaine, souvent petit, on s'occupait du troupeau pour, ensuite seulement, s'asseoir à l'établi qu'on avait installé devant la fenêtre la plus claire de la maison. Poussés par leur goût, autant que par les impératifs de la concurrence, ces horlogers s'ingénièrent à inscrire dans leurs œuvres leur vision cosmique du temps et de l'espace. C'est ainsi qu'on fabriqua la montre la plus compliquée du monde, une mécanique qui vous fournit 25 indications. Elle vous renseigne sur les phases de la Lune, le déplacement des constellations, une sorte d'obsession de l'éternité. Ces horlogers sont donc devenus des spécialistes des montres compliquées. En jargon de métier, on dit des grandes complications. Et puis, pour compliquer encore la complication, si vous me passez l'expression, ils se sont mis aussi à miniaturiser. Le mouvement perpétuel, c'est un de ces mirages toujours au catalogue des inventeurs.
Et à défaut d'avoir pu faire mentir la physique, ces horlogers ont mis au point la pendule autonome, celle qu'on ne remonte jamais. En réalité, l'énergie est fournie par la relation qui existe entre les écarts de température et la dilatation des gaz. On a même voulu tout montrer. Mais, même déshabillée, elle conserve tous ses secrets pour le profane. J'ai fait 76 ans de montagne. Mes grands-parents, mes arrière-grands-parents étaient déjà des gens de la montagne. Mon père m'a habitué comme ça, j'ai continué. Mais ce n'était pas mon goût. J'aurais voulu faire comme il y avait des jeunes gens, j'aurais voulu partir un petit peu à l'étranger. La nourriture autrefois était simple. Alors, elle n'était pas compliquée comme aujourd'hui. On était au laitage. C'était le laitage qui était la principale nourriture des bergers. On n'apportait pas de tas de friandises comme on fait à présent. On n'avait pas d'assiette, ni de tasse. On mangeait dans les guiches. On appelait ça les guettes. C'était ce petit bagnolet de bois que vous pouvez voir encore aujourd'hui dans les chalets. Alors on mettait toute la nourriture là-dedans et puis chacun puisait avec sa cuillère de bois. Il n'y avait pas de fourchette ni de beaux couteaux astiqués comme à présent. Autrefois, alors, si les repas étaient petits, les salaires aussi. Oh oui, 5 francs pour l'été. C'était déjà un bon prix. On n'avait plus de peine qu'aujourd'hui, quand on a tant de machines, n'est-ce pas, il n'y avait pas de machine à traire. On traisait tous à bas, à la poignerie.
La compétition industrielle a conduit, comme partout, à la spécialisation, non seulement de l'individu, mais de l'usine. La Combe reste pourtant une des dernières régions horlogères où une ou deux manufactures vous fabriquent une montre de A jusqu'à Z. Mais, parallèlement, d'autres maisons se sont spécialisées dans la fabrication de pièces de série. L'essor de l'industrie a naturellement engendré un appel de main-d'œuvre. Les indigènes ne suffisant plus, on a engagé des travailleurs étrangers et des frontaliers français. La population a sans doute perdu de son homogénéité, presque légendaire. En contrepartie, elle a découvert des accents d'ailleurs, des modes de vie et de pensée différents. Tu peux continuer dans les études, que tu auras fini ta scolarité ici? Ben oui, je pense continuer, mais ailleurs qu'à la vallée, parce que ici, il n'y a pas de gymnase. Je suis obligé d'aller à Lausanne ou à Genève. Ouais, mais ici, disons, t'as l'école technique. Ça t'ouvre un tas de débouchés pour l'horlogerie. Puis à part ça, il y a aussi un avantage que tu ne trouveras pas à la ville, c'est que tu es en pleine nature. François, tu parlais de l'école technique, mais ça, c'est surtout des branches qui intéressent les garçons. C'est un peu limité pour les filles. Par exemple, moi, si je veux continuer, je peux pas à l'école technique, je dois aller à Lausanne. Puis toi aussi, Nicole. Ouais, moi, je suis obligée. Tu veux peut-être faire dans une autre branche, comme ça, dans la vie? Bah oui, je crois que je veux faire dans l'éducation, mais je veux déjà partir peut-être 2 ans en Allemagne ou en Angleterre, je sais pas. Oui, mais après, tu penses revenir à la vallée ou bien... Non, boucher à la vallée pour... Ou une fois que tu as ton métier, il y a peut-être des possibilités. Ça te plairait pas de t'établir ici, comme ça? Non, Tu pas peux du venir tout. ouvrir une boîte ici à ton compte. Oui, mais Ça- il faut déjà... Ça peut être rentable ici, pourquoi pas? Oui, mais il y a peut-être moins de délinquants qu'à Lausanne. On peut pas faire une vie restant toujours dans la même région. Il faut un peu aller voir ailleurs comment ça se passe. Je trouve qu'il n'y a pas une très bonne mentalité ici. C'est un peu partout comme ça, mais entre les vieux et les jeunes, il y a vraiment un grand espace. Les gens. Disons que c'est pas la différence entre les générations, c'est surtout l'esprit, un peu hardir tout ce qu'on peut faire. On peut pas s'écarter un petit peu, que tout le monde le sait. Forcément qu'à la ville, il y a des avantages pour les distractions, ça c'est un fait. Comme si on a un peu sevré, c'est le cas de le dire. Moi, le week-end ici, c'est pas trop bien clair. Il faut se débrouiller pour organiser quelque chose soi-même, autrement, quand de temps en temps une fête, encore, c'est l'orchestre et le fromage, et puis comme ça. Ouais, puis il faut dire aussi qu'ici, tous les cinémas sont
la saison révolue, puis même si on a la saison révolue, les cinémas nous sont interdits par l'école. Les établissements publics, c'est pareil, on peut pas y entrer. Justement, le commérage, c'est classique. On est vite repéré. Oh, ouais, tu peux rien faire du Classe, c'est étiqueté. terminé. Mais ce que tu ne trouveras jamais dans la ville, c'est le bon air pur de la vallée, avec la belle nature. Avant, le paysan était plus ancré, il était tout près de la nature, tandis que maintenant, les jeunes, ils cherchent à s'évader quelque part. Et pour moi, cette évasion vers le matériel, elle est un peu fausse quand même. Bien sûr, il y a des inconvénients, tu as le froid, si tu veux, t'éloigner des grands centres. Et puis, au point de vue distraction, pour les jeunes, il y a peu qui trouvent quelque chose de bien. Tandis que là, moi, ce que j'apprécie plutôt, c'est en fait le calme. Si on travaille dans l'atelier, tu es tendu et puis tu sors de l'atelier, tu arrives dans les bois, tu es complètement ailleurs. Quoi, la nature est à ta porte. Oui, puis quelle que soit la saison que tu sois ici, ben, c'est beau. Examinons de quelle façon est conçu le mouvement. Celui-ci comprend la cage avec la platine et les ponts. En quelque sorte, les éléments porteurs des différents organes, qui sont l'organe moteur contenant le barillet avec son ressort, l'organe transmetteur, le rouage, Est-ce que le même plat du burin se trouve juste au milieu de la pièce? Oui, le même plat se trouve au milieu du burin à plus 1 centième de tolérance. Dans ce cas, l'angle du burin vaut combien? Alors, on met 5 à 6 degrés de détalonnage sur l'avant et 4 degrés sur la périphérie du burin. Non. Si l'horloger qui partageait son travail entre l'étable et l'établi, si cet homme-là a pratiquement disparu, le travail à domicile, en revanche, se perpétue. Un certain nombre de ménagères s'y astreignent par nécessité ou par goût.
Elles jouent un peu le rôle de la soupape de sûreté. Elles sont priées d'en mettre un coup, comme on dit, lorsque le travail presse, mais elles seront les premières sacrifiées en période de récession. Alors, nous prélevons sur l'épicéa. Il faut déjà un arbre qui est 4 à 5 mètres minimum de traude propre, c'est-à-dire sans branches, parce qu'on est obligé de lever la sangle dans le sens des fibres. Alors, les sangles séchées, ils sont ensuite livrés aux fabricants de vacherais qui les cuit pour leur rendre la souplesse et diminuer l'étanchéité de résine. Alors, en les cuisant, elles viennent souples comme après avoir été élevées sur le tronc, la même chose. Ces sangles sont ensuite coupées de longueur pour maintenir la forme du vacherin et pour y donner son goût. Regarde voir ça. On va voir ça. Ce que j'ai trouvé. C'est une miniature, ça. Tu as trouvé où, ça? Quand on a fait la route, la GEC. Dans le Rizou? Dans le Rizou. Ah, bon. On dit que c'est la plus belle forêt d'Europe. Comme au bois fin. Ah, c'est reconnu. Ouais, c'est reconnu. Et le bois le plus fin aussi. Ouais. Pour la menuiserie, tout. Ouais, pour tout. Très bien. Puis quand on a fait creuser la route dedans, il y avait un gros bloc de rocher. Et puis ce bloc avait une coulisse creusée par l'eau. Pardon. Et dans cette coulisse, il y avait cet escargot. C'est comme ça que je l'ai trouvé. Combien d'années a-t-il? Mystère. Il serait plus comestible. Oh non, pas pour le moment. C'est dommage. L'horlogerie est particulièrement vulnérable aux effets de la concurrence et aux fluctuations des marchés internationaux. Le souvenir du chômage de l'entre-deux-guerres reste vivace, en même temps que le souci de diversifier les activités.
Autrefois, l'architecture, ou disons l'habitat, dépendait des matériaux disponibles et du climat. Façade borgne autant que faire se peut, offerte à la bise de l'hiver. À l'autre bout, la chape de Tavillon battue par les averses. Devant, le large auvent, le névot, l'abri où travailler malgré tout quand le mauvais temps s'installe. La montre complexe demeure la caractéristique de l'horlogerie combière. Patience, tranquillité, invention, maîtrise du geste accumulée pendant des générations ont abouti à cette forme de synthèse qu'on appelle la chaîne. Il faut un effort d'imagination pour concevoir que c'est un personnel et intarissable serpentin qui impose son rythme n'est que le point de concordance d'un ensemble d'assiduités, de travaux, de trouvailles anonymes, mais toutes humaines. Alors messieurs, il faut que la mélodie ressorte bien. Et pour cela, il faut que l'accompagnement de bouche fermée ne soit pas trop fort. Et pour ce faire, il ne faut pas le faire sur le haut, mais il faut le faire entre la bouche fermée et le haut. Voulez-vous essayer une fois? Allez-y. Bien, la bouche légèrement ouverte, mais pas en forme de haut, n'est-ce pas? Bon, nous verrons ça tout à l'heure. On continue, on prend le passage forté, plus rapide. Alors, c'est vraiment forté, contraste.
C'est à lui, là, comme ça. Oh. Ah ben, vous plaignez les jeunes que les temps sont durs, que c'est difficile de gagner sa vie, etc. Mais moi je pense à mes jeunes années, quand mon père, les gens de l'âge de mon père allaient travailler, c'était avant la guerre de 14 et pendant la guerre de 14, les gens qui travaillaient encore le samedi après-midi. Et je pense surtout à ce vieux militant qui était Andrea Ecap, qui habitait vers Chevillard et puis qui a essayé avec d'autres de créer un syndicat pour défendre très modestement les salaires des ouvriers, des salaires qui étaient très très petits. Et à ce moment-là, créer un syndicat, c'était quelque chose presque d'impensable. C'était automatiquement des ennemis du genre humain. Et il fallait vraiment du courage pour y arriver. Ils ont trop de facilité, les jeunes, au jour d'aujourd'hui. Moi, je suis pas d'accord avec vous, parce que vous disiez donc, que les jeunes ont trop beau temps, mais finalement, bien sûr, ils n'ont pas connu ces années peut-être très difficiles. Mais actuellement, dans les usines, il y a aussi des problèmes. Il y a ces problèmes de production, de haute cadence et tout, puis je suis certain que les jeunes d'à présent ont des problèmes qui n'étaient pas les mêmes que ceux de nos ancêtres ou disons de nos parents. Mais s'ils ne syndiquent pas, c'est peut-être parce que nos mouvements syndicaux ne sont pas toujours exactement à la hauteur de ce qu'ils devraient être. Ne travaillant pas dans l'industrie horlogère, je demande, est-ce que ces collègues aiment leur métier avec toute cette fragmentation dans toutes ces parties brisées et cette augmentation de production par les machines? Où va-t-on en finir? Et cette dépersonnalisation n'est-elle pas le parallèle du désintéressement total? Tu n'as peut-être pas eu du plaisir tous les jours, ma fille. Tu dois quand même avoir du plaisir à travailler. Et de sortir ton travail à ce moment-là. Si tu ne penses qu'à sortir en te disant ce soir je vais boire un pot ou n'importe, à ce moment-là. Moi, je pense que malheureusement, c'est de plus en plus le cas. Les gens se plaisent de moins en moins au travail. Disons pas son travail, mais enfin l'usine. Les relations entre patron, chef et ouvrier ne sont pas de ce qu'elles pourraient être ou ce qu'elles devraient être. En tout cas, moi, c'est mon avis. Il y a quelque chose qui ne joue pas là. C'est peut-être pas particulier à la vallée, mais enfin, les relations ne sont pas très bonnes. Peut-être que la participation trouvera la solution à ces problèmes. Alors, la production, c'est le leitmotiv dans les usines actuellement. Hein. Il n'y a pas d'autres critères. C'est la religion, ouais, comme dit Paul. Là, les relations entre patrons et ouvriers, je suis d'accord qu'on peut encore les améliorer. Mais à présent, c'est quand même un peu plus humain, c'est quand même des hommes. Alors, il y a quand même eu une amélioration de ce côté-là. Alors, je vous assure qu'à un moment donné, c'était tout agréable. Mais ne penses-tu pas que justement le problème de la diversification des métiers manque pour pouvoir amener du monde à la vallée? C'est-à-dire qu'au moment où une personne trouve un emploi qui lui convient, qui gagne normalement sa vie et qui en plus peut jouir du climat, malgré qu'il est rude, mais enfin, on est en dehors des brouillards. Et on jouit quand même de la proximité des forêts. On a des possibilités d'évasion qui sont enviées de bien des populations. Oh, exactement. Moi, je crois qu'on a trop longtemps présenté la vallée comme un pays de loup, inaccessible, enfin, où vivait un père sauvage, là, tout à fait mort, la civilisation moderne. Puis peut-être qu'on s'aperçoit que les sauvages, ils sont pas là, ils sont ailleurs. C'est bien possible. Soyez bien précis après pom 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 pom, les doubles croches encore une fois, toujours ce même rythme. 1, 2. Encore une fois, s'il vous plaît. 1, 2. Portez, piano. Clarinette, saxophone et flûte à la mesure 8, plus la levée, s'il vous plaît. Allons-y. 1, 2. Oui, encore
encore une fois. Attention à la précision du rythme, et c'est l'alveille forte et tout de suite piano après les 3 premières notes. 1, 2. Prenez 80 fossiles. Au revoir. Comment se fait-il que tu trouves des fossiles au Mont-Tendre? Ah ben, tu vois, au moment où ces bêtes vivaient, la mer recouvrait notre région. Pendant des millions d'années, la mer, un océan pas très profond, a recouvert le Jura, presque tout le pays. Et pendant tout ce temps-là, des quantités énormes de sable se sont déposées dans la mer et, en se solidifiant, ont formé les roches qu'on trouve actuellement et qu'on voit sous la forme de strates, de feuillets, soit dans les carrières ou au bord des chemins. Mais ceci s'est passé, donc le fossile date d'avant le plissement. Ah, bien sûr, le plissement est beaucoup plus récent. C'est vers la fin de l'époque tertiaire que des forces énormes qui sont venues des profondeurs de la Terre ont provoqué le soulèvement du Jura, le plissement même de ces couches sédimentaires, de ces couches de sable durci, qui se sont pliées, ployées, comme les rides d'un tapis ou comme une étoffe.
et qui ont formé les ondulations qu'on connaît, qu'on voit actuellement, qu'on a sous les yeux, comme le mont Indre. Le Jura, tel qu'on le voit sous les yeux, il est très différent de ce qui est sorti de l'eau et des belles formes régulières et plissées qui sont formées il y a peut-être une dizaine de millions d'années. Depuis, les agents du climat, la neige et surtout l'eau ont provoqué une érosion par dissolution chimique des roches. Et cette érosion se manifeste d'une façon très particulière. Et on connaît bien chez nous ces formes typiques, les lapias, les baumes, les gouffres, qui perforent le sol et dans lesquels l'eau de pluie finit par s'infiltrer et rejoindre les sources comme la source de l'Orbe. Mais le mammouth qu'on a trouvé à la vallée de Joux, c'est aussi un fossile? Oui, c'est une espèce de fossile, beaucoup plus jeune que l'ammonite qui vivait il y a environ 120 millions d'années. Le mammouth vivait il y a environ 10 000 ans, 10 à 12 000 ans, à l'époque où le glacier de Joux finissait de fondre. Il y a environ 50 000 ans, la glace, pour la 4e fois, a rempli le plateau suisse. Elle a rempli la vallée de Joux et a formé un énorme glacier qui a recouvert la vallée, qui a même débordé par-dessus le mont Indre, par-dessus le Rizou. Et peu à peu, ce glacier a fondu. Il s'est retiré à l'extrémité sud-ouest de la vallée pour laisser un magnifique lac, 60 mètres plus haut que le lac actuel, au bord duquel le mammouth qu'on a retrouvé vivait. L'animal était assez jeune et devait atteindre une taille de 3 mètres de hauteur. Son squelette gisait sur le flanc à moins d'1 mètre de la surface d'une gravière de Pras-Rodet. Les vertèbres cervicales et lombaires. La conservation de l'ossature est probablement due au recouvrement rapide du corps par un éboulement de la moraine. Les molaires supérieurs aperçus à travers la mâchoire inférieure. Une équipe de spécialistes se chargea de récupérer et de traiter les fragments du squelette. Quand même de pouvoir poser le sac. Il va comme un creux de l'air. On y arrive. Toujours les vieux, les derniers. Laissez aller. Allez, voilà. Ah bon. Allez. Bonjour. Maurice. Bonjour. Adieu, Maurice. Bonjour. Ça va? Allez, Maurice. Allez, Charlie. Ça sent un jambon fondu. Ça sent un jambon. Un jambon, oui. Une gruyère. Ça va, Maurice? Ça va, ouais. L'un dit à l'oreille, l'un de mes amis m'a dit à l'oreille, je regarde à toi, l'encours qu'il t'appelle bon. Silverman, ça veut dire le pêcheur, celui qui commet des péchés. Et la chanson raconte qu'il va d'abord vers la mer, et la mer est en train de bouillir, alors il est obligé de repartir. Il va vers les rochers sont en train de fondre. Il va vers la lune est en train de saigner, comme dit la chanson. En fait, c'est le monstre chaos. Alors finalement, il va vers Dieu et Dieu l'accueille à bras ouverts. Silverman. Where you gonna
ran to the sea was a-boiling. He ran to the sea was a-boiling. He ran to the sea was a-boiling all along that day. Oh, Cinnamon, where you gonna run to? Oh, Cinnamon, where you gonna run to? Oh, Cinnamon, where you gonna run to? All on that day. He ran to the rock was a melting. Ran to the rock was a melting. He ran to the rock was a melting. Vous pouvez couper votre pain. Là, il manque Pascal. Allez-y. Pascal Dignan. Ah là voilà. Pour la bonne façon. Pascal Dignan, il y aurait eu 8 ans. On aurait été prêts. On peut y aller. Ben, il est bonne, Charles. Il y en a déjà. Ouais, qu'il y avait à l'école de recrues un copain qui s'appelait Rocha. Donc il avait gardé un bon souvenir. Puis un jour qu'il était venu faire un tour par la vallée, il s'est dit je vais aller dire bonjour à ce copain Rocha. Il y a longtemps que je ne l'ai pas revu. On l'aurait dit à la vallée, il va trouver son copain. Puis ils ont commencé à causer ensemble, boire un verre. Et puis, ouais, commencé à s'inventer. Et il a dit, oh, chez nous, dans le Val de Travers, on a un écho extraordinaire. Quand je dis, prononce ouais, l'écho répète 3 fois de suite. Ouais. Et puis Rocha lui fait, oh, ton écho n'a rien de très original. Chez nous, on a un écho bien plus extraordinaire encore. Le long de la rive occidentale du lac, près de la baie, il y a un rocher qu'on appelle le Patin. Et là, l'écho est vraiment extraordinaire. Alors, quand je prononce mon nom, Rocha, l'écho répond tout de suite après, quel Rocha? On parle souvent des copies avec un accent critique, puis j'ai pensé faire le tour de ces quelques critiques dans une petite chansonnette que j'ai appelée Drôle de pays. C'est pas méchant du tout, c'est le bon sens du terme. Fuyant les grandes villes où règnent psychiatres et publicistes, pour trouver coin plus tranquille s'installe ici ce réaliste. Ignorant que les gens de l'endroit avaient des mœurs bien peu congrues, pour s'intégrer, faire le premier pas, et surtout ne jamais montrer son cul. Il est à nous cette vallée, on la veut demain comme au passé. Tant pis si dans les grandes usines on transforme la personnalité en de simples chiffres anonymes. On en vit d'autres depuis, promoteurs pleins d'appétit, proposant cages à citadins et dans les bois néons couleur carmin. C'est à croire que ceux-là n'avaient jamais rien ressenti à leur heure du combat, quand lentement gagne la nuit, emportant la paix aux autres l'espoir, quand la forêt retire sur elle son immense duvet noir, on ne voit plus que de longues silhouettes étranges sentinelles, drôle de pays qui ne demande qu'à rester ce qu'il était sans rien changer. Drôle d'habitants qui mettent tant de fierté à l'habiter, lui qui n'a jamais rien demandé.
Voilà. Peut-être le conflit de génération est moins existant que dans des villes, parce que le contact entre simplement parents et enfants se rattache à des valeurs sûres, ou considérées comme telles de la morale du pays, c'est-à-dire la nature, les familles sortent, partent ensemble, et il y a une attache assez forte qui est peut-être due, je sais pas, peut-être au climat, ou bien au climat qui fait que l'hiver on se resserre, on se sent bien quand on est au chaud chez ses parents, et là le contact devient plus facile. Tu prends une famille, le père il travaillait des heures à la coultre, était horloger, un type consciencieux, fier de faire son métier. Il travaille avec plaisir, ok. Son fils fait l'école d'horlogerie, il va à peu près dans le même métier. Donc il y a entre le père et le fils un lien commun, un lien de plus, qui est la question boulot. Donc en gros chez le Comblé, moi ce qui me semble, c'est que la grande crainte qu'il a au fond de lui-même, c'est de remettre en question toute la série de ses valeurs sûres là qu'il a, telles que la religion, pour lui c'est quelque chose de strict, la patrie, le mariage et les relations sexuelles qui peuvent exister avant le mariage, c'est des choses qu'il a grosse difficulté à remettre en question. Et en fait, nous qui descendons dans la ville avons grande facilité d'en parler quand on est chez nous en bas, et quand on remonte faire quelques concessions pour la boucle, et puis on ne dit pas grand chose, et on passe notre week-end pour jouir des plaisirs de la nature. Je suis pas d'accord avec toi. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont mis en question l'église, la religion, la patrie, peut-être moins l'armée. Mais je pense que ce qui fait notre unité réelle, c'est le fait qu'on soit un peuple, si tu veux, qui n'a pas bougé pendant des siècles et des siècles. On était absolument isolés. Donc, on avait lu dans la feuille qu'on aurait probablement un beau parc dans le Jura, à partir du marché rue jusqu'au Noirmont. Et je crois que Maurice, il sait des tas de choses là-dessus. Oui, je crois. Il y a eu donc samedi dernier, au marché rue, une séance d'orientation des communes pour la création d'un parc jurassien qui s'étendrait de la route du marché rue à peu près jusqu'à la Givrine. Ce parc comprendrait toute la côte des Emburnais, la Bassine, la Grantaine, la Vermeillet, encore jusque la Genolière. Le Houmont, oui. Les Ilanches, donc. Je pense. Parce que les Ilanches, c'est un des plus beaux du Jura avec la flore. Le creux de Crou. Le creux de Crou, Noirmont. Oui, oui. Elle suivrait la crête qui domine le Grand Plat, donc 32 km². Dans la feuille, donc, on peut lire qu'il y a des tirs militaires depuis la mi-février jusqu'à la mi-juillet dans cette région. Alors, comment est-ce que cela va s'accorder avec la création d'un parc? On peut se poser la question. Est-ce que l'armée a été mise au pied du mur à propos des tirs? Qu'est-ce qu'on peut faire? Malheureusement pas. On sait que l'armée est toute puissante, intouchable. Elle dispose de règlements qui lui permettent d'opérer, de faire des exercices à peu près où et quand elle veut. Seulement, c'est quand même la création envisagée, donc qui doit quand même encore être ratifiée, est un argument pour éviter l'invasion de l'armée. Là, c'est mieux. Ouais, mais elle a une réputation de pays paumé, tu comprends. En hiver, ils savent pas qu'il y a du soleil. Il y a de la neige, il fait froid, les routes sont comprées, le petit chemin, là, le traîneau avec les chevaux, ils voient encore ça. C'est plus ça, d'accord, mais enfin. Pour beaucoup de gens, c'est resté ça, pays paumé, qui fait absolument pas partie du canton. On ignore ce que c'est en général. Quand on dit qu'on vient de la vallée de Joux, les gens disent c'est où. Ils ne savent pas où c'est. On vit actuellement dans une société qui est complètement industrielle, qui a fait éclater la ville aux dépens de l'humanité, aux dépens du contact humain. On a détruit la rue.
il n'y a plus de possibilité de contact humain dans la rue est aux voitures. Tous ces gens qui vivent dans les villes ont besoin de retrouver du vert, de la nature. Et ici, on vit dans une région encore humaine, encore calme, encore agréable, encore. On est une marchandise formidable pour tous ces gens-là. La première brèche d'importance dans l'isolement de cette contrée, ce fut, à la fin du siècle dernier, l'arrivée du chemin de fer. Le tourisme, jusque-là pratiqué par quelques rares mais souvent illustres initiés, le tourisme devint, en se popularisant, un élément de l'économie. La vallée tenta sa chance, le succès fut relatif, à cause des hivers et des étés qui ne sont pas toujours au rendez-vous. Mais la question pourrait bien se poser à nouveau, alors que les masses de vacanciers et de skieurs ne se satisfont plus des plages et des pistes encombrées. Il faudra donc nécessairement choisir entre le profit et le visage de ce pays, entre l'authenticité et le revers de l'affiche touristique. Pour attirer des touristes, moi je pense qu'il y a déjà bien quelques vieilles fermes qui seraient bien rénovées et puis faire là des pensions, des week-ends, et ça serait très valable. Et utilisé par les gens du pays. Par les gens du pays. Et surtout, ça permettrait de revitaliser tous nos villages vers le centre, alors que maintenant la vie part vers les HLM, dans la périphérie, et ces immenses cubes au milieu des villages sont pratiquement inoccupés, alors qu'ils représentent un capital aussi extraordinaire, mais construit, celui-là, qui pourrait tout à fait être géré. En toute chose, l'homme reste un homme, et l'attrait de l'argent est indéniable. Donc il faut qu'il y ait un mouvement populaire allant à l'encontre d'intérêts individuels qui fasse honte à celui qui serait tenté à jouer le jeu avec le spéculateur. Le danger pour moi, il est actuellement ceci, c'est que les deux pôles existent. Il y a ceux qui veulent un développement du tourisme de masse, il existe, et puis l'autre qui veut justement cette conservation. Et qui gagnera? Non, mais déjà, il faudrait savoir d'abord si on a intérêt, nous, Corbier, à ce que les autres, les gens d'en bas, montent à la vallée pour habiter. Franchement, on est bien assez, on a notre pays, il n'est encore pas trop pollué, relativement peu. On n'a pas besoin de tous ces étrangers du dehors. On n'a pas à prendre une position bloquée face aux personnes qui désireraient venir habiter chez nous. Parce que de toute façon, ils vont se heurter à une certaine difficulté d'intégration parce que, historiquement, le Combier a une certaine mentalité, hein, qui est due au climat, qui est dû au type d'industrie qui s'est développé ici, le type de travaux qu'il peut y faire. Mais il apporte aussi avec lui, venant de l'extérieur, sa mentalité, son rythme de vie. Hein. Moi, je suis un peu égoïste parce que j'aimerais bien qu'il ne vienne pas trop de monde à la vallée. Je suis un peu contre le tourisme à la vallée. Ça, c'est d'accord. Mais j'ai quand même les raisons pour ça. Il n'y a qu'à voir tous les coins vallées qui sont en train de saccager pour ça. Ben, j'aimerais pas qu'ils fassent comme ça à la vallée.
priester er door. L'année passée, c'est la première fois qu'on a vu le lac gelé le jour de l'ascension. Ça ne s'était jamais vu. Qui prouve que les hivers à la vallée sont extrêmement capricieux. Très On revient avec le temps. Oui. Et c'est justement Pas deux hivers ça. un point de vue à observer pour l'aménagement touristique des sports d'hiver. Encore de plus en plus des touristes qui vont entre la Givrine et le Marché-Rue faire vraiment ce qu'on appelle du ski de tourisme. Et la région s'y prête admirablement. Et je crois que c'est une possibilité qui est appréciée et que la vallée doit s'en garder précieusement. C'est un de ses atouts, un seul qui correspond le plus à sa vocation. Mais là, tu parles juste. Et c'est dans ce sens-là, je pense qu'on pourrait le développer. Malgré tous ces pistes balisées, ils ont toutes leurs valeurs. Parce que beaucoup de skieurs commencent comme ça, par faire des circuits, puis ensuite ils prennent goût au fond, puis après ils se répandront dans la nature, ça on peut en être certain.
C'est un goût qu'on peut leur donner en commençant par ces pistes balisées. C'est un début pour un départ. Le ski, avant de devenir un sport ou un loisir, a été d'abord un moyen de se déplacer. Maintenant, c'est pour le spectacle que la foule se déplace chaque année pour les épreuves internationales de ski nordique du Brassus. Au départ, le 23, Kufner, Richard, Suisse. On profite naturellement de l'intermède dominical pour parcourir la contrée, les cabanes, les sommets, modestes montagnes à vaches, mais qui élargissent tout de même l'horizon. Les chalets aussi. Et pour les vachers, les fruitiers, les fromagers, c'est jour de visite. Encore que pour eux ce soit quotidiennement de juin à octobre, qu'il faille s'occuper du bétail et, comme on dit, fabriquer.
vu des longs cheveux, là. Ah, clac, 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 clac. Dommage. La bouteille, la bouteille. Moi, je vais mettre directement dans les cadres, ça ira bien. Ben oui. Vous voyez, hein? Presque, hein, on dirait. Rubicella, et voilà. D'automne. Il faut quand même compter 2 mots. On voudrait bien sûr garder telles quelles les choses que l'on aime. Mais rien n'est immuable, pas plus ici qu'ailleurs. Les Combiers ne sont plus seuls à savoir qu'il fait bon vivre là, tout compte fait, et que, paradoxalement peut-être, plusieurs des éléments qui ont fait à la vallée sa réputation d'inhospitalité ou de pays de loups, plusieurs de ces éléments sont en voie de devenir des attraits. L'éloignement, un certain isolement, un certain calme, un certain espace, une certaine lenteur de vivre. Alors, entre un pays à vendre lambeau par lambeau et l'impossible repli sur soi-même, il y a des erreurs à conjurer, mais il y a surtout des solutions à inventer.